Jean Frébault. Oui, Qui est lyonnais. quelques réactions. Moi, j'ai eu, comme Jean-Marc Hoffner, un parcours qui a commencé dans la recherche transport, hein, puisque j'ai participé à la création, tu te souviens, de l'Institut de recherche des transports, mais j'ai mal tourné comme toi, un peu plus rapidement, pour, euh, pour me consacrer à l'urbanisme. Alors, en vous écoutant tous les deux, hein, sur Lyon, je salue Yves, hein, bon, et puis Bordeaux, ce que je retiens comme idée forte, c'est qu'il faut beaucoup plus penser et construire ensemble de nouvelles façons de penser le système de transport. Deuxièmement, il faut inventer. Alors, on parle beaucoup de gestion, mais ce que je retiens de ce qu'a dit Jean-Marc, c'est qu'il faut inventer de nouvelles manières d'aménager la ville pour faire évoluer les comportements. Et puis, derrière tout ça, comment on évalue la pertinence de ce qu'on a fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'entends Yves nous parler encore de coûts généralisés. C'était très à la mode. Je pensais qu'on avait évacué ça. C'est pas très simple. Alors, quelques réactions très ponctuelles. Le tramway, il était très à la mode et je sens maintenant qu'on tape sur le tramway. Alors, je pense qu'il faut éviter peut-être le tout ou rien. Je cite un seul exemple que je connais bien à Lyon, c'est les Minguettes. Les Minguettes ont complètement changé d'image parce que, je ne sais pas ce qu'en pense Yves, hein, bon. Je dirais qu'il y a eu un désenclavement des Minguettes qui ne se chiffre pas en gain de temps, mais qui est une sorte de désenclavement, mental, hein, pour les habitants de Minguettes et pour le regard des autres. Hein, bon. Comment ça rentre dans l'évaluation des coûts généralisés? Je me pose quand même des questions, il ne faut pas le négliger, ça. Bon. Deuxième point, j'ai bien aimé le concept d'évaporation du trafic. Hein. Quand on réduit la place de l'automobile, eh bien, tout le monde prédit que ça va être la catastrophe, voire les débats à Paris, par exemple, hein, sur les berges. Hein, bon. J'ai un exemple à Lyon qui est Garibaldi. Hein. Garibaldi a rétréci la capacité. C'est absolument magnifique. Il y a des terrasses de café maintenant. On a supprimé les trémies. Je n'ai pas remarqué qu'à la Pardieu, il y avait plus d'embouteillages qu'avant. Hein. Donc il y a eu des évaporations, je ne sais pas où. Comment chiffre-t-on le gain de bien-être des gens qui sont à pied et qui se baladent sur les trottoirs de Garibaldi? Les commerces ont changé, enfin, etc. Voilà. Et à mon avis, ça doit rentrer aussi dans ces questions d'évaluation. Troisièmement, j'ai bien aimé les raccourcis qui créent des embouteillages. Alors l'exemple qui a été donné, c'est le projet à Grenoble. Hein, bon. Mais je me dis que la rocade qu'on appelle l'anneau des sciences à Lyon, peut être aussi regardée sous cet angle-là. Quelle est l'utilité de ces projets un petit peu pharaoniques dans une période où on est quand même en panne d'argent public ou privé, hein, bon. Alors la question que ça me pose, c'est qu'est-ce qui fait l'attractivité des métropoles dans le monde? Est-ce que les métropoles qui ont plusieurs rocades ou qui ont une rocade complètement bouclée, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de Lyon, sont plus attractifs que d'autres? Est-ce que c'est les réseaux de transport en commun? Je ne sais pas si on a des éléments comparatifs. Mais à un moment, je m'étais beaucoup interrogé sur la place du système viaire à l'échelle de la métropole pour... Est-ce que Lyon sera moins attractif si on renonce au contournement que c'est pas faire l'État et si on renonce à l'anneau des sciences? Je me pose la question. Hein. Bon. Quatrième point, les acteurs. Il y en a un quand même dont j'entends très peu parler, c'est la SNCF. Alors je ne sais pas si dans la charte de Bordeaux vous avez réussi à l'intégrer. À Lyon, là on l'a vu dans tes schémas, on a vu au nord, il y a Saint-Germain qui est très bien desservi, hein, pour des raisons, parce qu'il y a deux lignes, une qui va à Perrache, une qui va à la Pardieu. Moi j'étais très frappé là, de voir, là, quand on évalue au Conseil de développement le PLU et le PDU, Bourgoin, 20 000 habitants, extérieur à la métropole, est très bien desservi à l'est, hein, c'est à côté de la Verpillière. Saint-Priest, 40 000 habitants, à 2 ou 3 fois moins de fréquence, ils voient passer les trains. Et c'est une petite gare à Saint-Priest, 40 000 habitants, qui ressemble aux petites gares Jouef, vous savez, des trains miniatures. Quoi. Donc la SNCF a fait des arbitrages internes, vous voyez, en privilégiant plutôt les TER interurbains, disons. Hein, bon. Et l'urbain, jamais ça rentre dans les arbitrages. Alors, est-ce qu'on peut progresser un petit peu sur cette question-là? Voilà, j'avais une dernière question, mais je n'ai pas le temps de la développer. Pour les seniors, vous pensez à quoi, là, dans la bonne minute? C'est juste qu'il nous faudrait 2 heures de plus, hein, pour répondre à toutes tes questions. Je voudrais juste donner une précision, notamment à Jean. Mes propos n'étaient pas de
de dire que le tramway n'est pas un transport en commun de qualité. Le seul sujet, c'est que le tramway, pour qu'il agisse dans toutes ses vertus, et notamment sur la relation tramway-espace public, il faut que l'espace public autour des tramways soit bien travaillé. Or, malheureusement, les derniers projets que moi je vois se développer, on n'est absolument plus, on fait le tramway et on ne travaille plus l'espace autour. Et donc on est en train de créer les coupures urbaines. Mes propos sont ici. Hein. Voilà. Oui, on pourrait parler longtemps de Lyon si vous voulez y passer la nuit, mais alors sur tes remarques, tu as bien raison, Jean. L'évaporation de trafic, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il s'est passé quelque chose à Rouen de passionnant, c'est qu'il y a eu le pont Mathilde, la reine Mathilde, qui a été coupée brutalement à cause d'un accident. Et donc, le CEREMA a bien fait son travail et on a pu chiffrer très précisément l'évaporation de trafic, puisqu'il y a 5 à 6 ponts seulement. Et donc, on a pu mesurer ce qui s'est passé sur le transport en commun, où il y a eu aussi au même moment d'ailleurs un petit problème. Et on a vu à peu près 8% du trafic qui a disparu. Et puis, il y a eu un petit report modal, mais essentiellement du désorage, de l'évaporation de trafic. Donc, on sait que la patte de la mobilité est quand même beaucoup plus malléable que ce qu'on peut imaginer. Une histoire intéressante sur Lyon, c'est qu'effectivement, le maire de Lyon, en 2013, avait ce projet d'anneau des sciences avant les élections municipales. Et aujourd'hui, il insiste beaucoup sur la transformation en boulevard urbain de l'axe A6 A7, tunnel de Fourvière. Et pourquoi il n'insiste plus sur l'anneau des sciences? Il dit, mais ça, c'est pour, pas mon mandat prochain, parce qu'il pensait être réélu en 2020, mais 2026, quand il approchera les 80 ans. Donc, il le dit, ça, c'est dans 2 mandats. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est qu'entre-temps, l'État a décidé, d'une part, de boucler la 89 et de le faire rejoindre l'autoroute A6. Il manquait un petit bout, là, entre la tour de Salvagny et l'autoroute A6. Donc, tout ça va débouler sur le tunnel de Fourvière au nord, Écully. Et le même État est prêt à mettre des centaines de millions d'euros pour faire l'autoroute A45, Saint-Étienne-Lyon. Et cette autoroute va déboucher au sud, au pont de Pierre-Bénite, et non pas plus bas comme l'aurait souhaité. Donc, quand vous êtes le maire d'une agglomération et qu'on vous dit on va vous mettre 2 autoroutes qui vont vous amener du trafic du côté de Roanne et du côté de Roanne-Clermont-Ferrand et du côté de Saint-Étienne et qui vont apporter plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour, eh bien, les services techniques du Grand Lyon sont bien conseillés puisqu'on travaille avec eux. Et ils ont dit au maire de Lyon, c'est peut-être pas le moment de faire un aspirateur à trafic, comme pour parler comme Georges Sard dans les années 70 à Paris, de faire un aspirateur à trafic avec un périphérique. Il vaut mieux, au contraire, serrer les boulons. Et donc, c'est cette évolution-là qui est intéressante. L'autre chose, quand même, à Lyon, il ne faut pas oublier pourquoi le maire de Lyon voulait à tout prix ce périphérique, et il le souhaite toujours. C'est parce que son objectif, c'est les berges du Rhône. Donc, c'est le quartier Confluence qui est au sud de Perrache, si vous connaissez. Il faut d'ailleurs rendre hommage à Madame Perrache, hein, puisque le quartier Perrache, je fais une petite parenthèse, a été pensé au XVIIIe siècle par l'architecte Perrache, qui a dit il faut déplacer le confluent. À l'époque romaine, le confluent était place Bellecour. Il était ensuite à Perrache, qui ne s'appelait pas Perrache. Et ensuite, il a déplacé le confluent jusqu'à la Mulatière, parce qu'il y avait des inondations régulièrement. Et donc, toute la rive gauche du Rhône était inondée régulièrement. C'est pour ça qu'elle était vide. Et c'était trop compliqué d'isoler toute la rive gauche du Rhône. Alors qu'isoler une presqu'île, c'est simple. Donc, monsieur Perrache a fait les projets. Il est mort. Et c'est sa sœur, Madame Perrache, qui a fait tout le travail de développer Perrache. Donc, là, vous avez le projet Confluence, un quartier d'affaires, un quartier qui est très cher au maire de Lyon. Et le long de ce quartier, vous avez une autoroute qui va vers l'autoroute A7 avec 2x3 ou 2x4 voies. Donc le seul objectif du périphérique Anneau des Sciences, c'est de transformer cette autoroute en valorisant les berges pour les piétons, etc. Et c'est là que les élus, ils sont tous les mêmes, Toulouse, Strasbourg, Lyon, etc., ils ont un problème de centre-ville. Ils ont d'abord un problème de centre-ville, parce que de même que nos élus nationaux sont avant tout des élus locaux qui pensent à financer leur TGV, leur tunnel ou leur canal, les élus d'une agglo sont d'abord des élus du centre-ville. Et donc ils cherchent d'abord à protéger le centre-ville en chassant le trafic. Et pour chasser le trafic, ils se disent rien de tel que de faire un beau périphérique. Voilà. Et c'est là qu'il faut que ça travaille encore. Est-ce que ça améliore l'image des métropoles? Question de Jean. Alors, soyons pas naïfs, il faut de l'accessibilité aux métropoles. C'est-à-dire qu'il est évident qu'avec plusieurs centaines de milliers de véhicules qui rentrent dans l'agglomération de Lyon tous les jours, on ne peut pas se contenter de dire on va faire que des trains.
Il faut bien sûr améliorer les trains, il faut améliorer tout un tas de choses. Il faut aussi penser la voiture. Alors, à partir de là, on sait que l'accessibilité le matin à Lyon, ben voilà, à partir de 7h du matin, tout est bouché, côté Grenoble, etc. Mais le but du jeu n'est pas de changer ça, parce que ça, c'est impossible de le changer. Le tout, c'est de voir qu'est-ce qui est proposé par ailleurs. Et je vous rappelle que récemment, dans les classements internationaux, Lyon est pratiquement passé devant Paris en termes d'attractivité. Il y a d'ailleurs toute une campagne de com de la Chambre de commerce là-dessus, dans toutes les villes. Le maire de Lyon est allé récemment au Japon, en Australie, parce qu'on s'est aperçu que les Australiens, maintenant, pour venir en France, ils prennent Emirates et ils s'arrêtent à Lyon. Et comme ils aiment la cuisine, voilà. Donc c'est le nombre de touristes qui augmente le plus à Lyon, c'est les Australiens, et c'est grâce à Emirates. Donc quand des élus travaillent sur l'attractivité, ils sont bien sûr à fond sur le transport aérien, ils sont sur le transport collectif entre l'aéroport et la ville, ils sont bien sûr sur les transports collectifs. À Lyon, c'est relativement bien fait, mais ils pensent aussi voirie routière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils repoussent l'idée de faire de nouvelles voiries, et ils disent il faut regarder de près d'abord comment on va envoyer un signal pour serrer le trafic et pour créer de l'évaporation de trafic. Oui, je voudrais juste apporter un témoignage sur l'évaporation de trafic et la qualité urbaine qu'on peut attendre de déconstruction du réseau autoroutier intra-urbain. Je crois qu'effectivement, c'est le dernier impensé, on va dire, le système autoroutier qu'on a pensé dans les années 40 et réalisé dans les années 60-80. On voit à l'étranger, aussi bien à San Francisco, à New York, à Séoul, à Tokyo, maintenant à São Paulo et dans d'autres villes, qu'effectivement, transformer des infrastructures qui séparent, qui cloisonnent l'espace en infrastructures qui connectent et qui rendent accessibles, ça apporte des avantages non seulement évidemment pour la mobilité de tous, l'urbanisme, mais aussi, on le voit, l'environnement et la santé publique. Il y a des enjeux quand même qui sont très très importants du côté de la santé publique. Donc je crois que ça c'est vraiment important et je crois qu'on va voir... Vous avez publié... On a publié, il y a eu une dizaine d'études de cas de transformation d'autoroutes en avenues urbaines, qui sont d'ailleurs téléchargeables sur le site pour ceux qui le souhaitent. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à la tribune, notamment Yves Crozet nous a dit effectivement il faut diminuer les vitesses en ville. Jean-Marc Hoffner nous a dit il faut la marchabilité généralisée, il faut la cyclabilité généralisée, il faut créer de l'urbanité dans les périphéries. Je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, on a quand même beaucoup investi dans nos centres-villes. Et effectivement, c'est là que les actions les plus spectaculaires en fait, ont un impact médiatique le plus fort. Il faut qu'on trouve des projets médiatiques dans les périphéries. Il faut qu'on arrive à imaginer. Sinon, on a vraiment là, pour le coup, une ville à 2 ou voire 3 vitesses qui est en train de se créer, où on a une ségrégation en fait, à la fois spatiale, parfois sociale, et en tout cas des mobilités qui est vraiment très, très violente. On le voit en Ile-de-France, la mobilité liée à l'automobile diminue à l'intérieur de la 86 et elle augmente quand même assez rapidement à l'extérieur de la 86. Donc c'est vraiment un enjeu fort sur lequel nous, urbanistes, on n'est pas encore armés, j'ai l'impression.